Approchez, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Les jeunes devant un peu. Les jeunes, approchez. Vous avez fait comme devoir et vous allez avoir des explications et voir de visu comment les déportés travaillaient. Alors, un peu d'explication peut-être. En réalité, les déportés, nous étions des esclaves. C'est-à-dire, je crois que Jean-Claude vous l'avez bien expliqué hier, c'est-à-dire les firmes encore qui existent aujourd'hui, Krups, Volkswagen, Siemens et compagnie, c'est-à-dire payaient aux nazis tant par jour pour nous faire travailler, pour nous exploiter. Donc eux, ils ont fait fortune sur nous, c'est-à-dire, et après, on revenait moins cher à nous nourrir que de nourrir les chiens des SS. Vous voyez, donc les mêmes firmes qui existent aujourd'hui ont exploité les déportés. Et comme vous l'a expliqué Jean-Claude, à partir du moment où on rentrait, que nous sommes rentrés à Buchenwald avant de venir ici, nous n'avions déjà plus d'identité, nous avions un matricule. Donc on était loués tant par jour pour travailler. Mais nous n'avions pas du tout l'intention de travailler pour le Grand Reich. Je vous l'expliquerai à l'intérieur. Bon, premièrement, quand nous sommes arrivés à Buchenwald, on nous a demandé notre profession. Il y avait parmi nous beaucoup de jeunes qui étaient des étudiants. Et quand on a vu de quelle façon ça se passait, par exemple, on a vu un veilleur de nuit à Buchenwald qui avait l'air d'avoir, que c'était tranquille pour lui, les coiffeurs et tout. Après, on a changé continuellement de profession. On était veilleur de nuit, cuisinier, coiffeur, etc. Mais malheureusement, comme on n'avait pas de spécialité, on nous a fait faire du terrassement, pousser des wagonnets et des choses comme ça. Il y en a qui avaient des professions, qui étaient électriciens ou autres, donc eux avaient une spécialité, donc ils pouvaient travailler d'une façon différente que nous. Quant à moi et puis d'autres, bon, moi j'avais tout de suite compris que pour survivre, il fallait économiser les forces. Donc vulgairement, j'essayais de tirer au cul au maximum pour ne pas travailler et ne pas me fatiguer de trop. Mais c'était pas toujours facile. De toute façon. C'était quoi ton matricule 81 655. Au début, il fallait faire des explosions pour creuser le tunnel. Vous voyez le wagonnet là. Malheureusement, quand il y avait un Français, un Russe, un Polonais, on était 3 ou 4 pour pousser un wagonnet. On disait « oh », mais le wagonnet restait sur place parce que personne ne le poussait. Tu peux nous faire une démonstration? Oui. On travaillait par ce qu'on appelait les masters. Les masters, c'était des contremaîtres de toutes ces entreprises qui devaient travailler. Eux, c'était des brutes épaisses. En réalité, ils se comportaient comme de vrais SS, des nazis. C'était des civils. Ils voulaient du rendement. Pour eux, c'était leur tâche de faire du rendement. En plus, ils rentraient tous les jours, c'était des civils, ils rentraient tous les soirs chez eux, ils nous voyaient dépérir, et après, ils disaient que les camps, ils ne connaissaient pas. C'était privé. Les déportés venaient de 23 différentes nations. Les plus jeunes étaient à l'âge de 13 ans, les plus âgés 70. Le maire de Langenstein a refusé de négocier avec les Américains, avec les soldats américains. Donc il y avait deux personnes qui ont l'activité, une infirmière et un prêtre. Un pasteur. Un pasteur qui sont donc rentrés dans le camp et on a commencé à négocier avec les militaires américains. Oui, le pasteur a joué un très grand rôle justement pour pas qu'il y ait de représailles. Et donc il a dit qu'il emmenait des civils pour montrer l'état du camp. Approchez s'il vous plaît. Donc on nous faisait faire du terrassement, pousser des wagonnets, porter des rails et parfois décharger des sacs de ciment. Un sac de ciment c'est 50 kilos. Et au fur et qu'on maigrissait, le sac de ciment arrivait à peser plus lourd que nous. Inutile de vous dire comment les sacs crevaient les uns derrière les autres. Mais il ne fallait pas se faire prendre parce que sinon c'était la bastonnade. Un jour, je vais vous donner un exemple, j'étais dans une tranchée en train de faire du terrassement et il y a un SS de celui du camp qui est passé, il a vu que j'avais
le F, il me dit français, il me demande d'où je suis. Je lui dis de Paris, il commence à me faire des compliments de Paris. Et puis à un moment, il me dit, tu veux une cigarette? Je lui dis non, je regrette, je ne fume pas. Et je vais vous donner un autre exemple. Comme je vous ai dit, chacun a eu son propre parcours. Malheureusement, il y a deux exemples. Il y a notre ami, M. Bertrand, je peux le nommer puisqu'on ne le connaît pas, mais il a raconté la tragédie du travail qu'on a eu pour la nuit de Noël 1944. C'est-à-dire la nuit de Noël, on n'a pas fêté du tout, il a fallu qu'on travaille. Et pour moi, personnellement, j'ai cru que ma dernière heure était arrivée pour une raison. J'avais été éjecté de mon commando de travail habituel. J'étais dans la neige jusqu'aux genoux et je parlais des rails justement. Il y avait une petite baraque où il y avait un poêle. On n'avait pas le temps de se réchauffer les mains, qu'il fallait ressortir immédiatement pour pousser des wagonnets. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les wagonnets. Et ça, toute la nuit durant comme ça. Quand je suis rentré le lendemain matin, inutile de vous dire, mon moral était complètement à zéro. Et puis il y avait un bel petit arbre de Noël qui était devant le camp. Et quand je suis arrivé à ma baraque, heureusement j'ai retrouvé des camarades qui m'ont remonté le moral immédiatement. Et le lendemain, j'ai repris mon commando habituel. Et c'est pour vous dire que ici, la nuit de Noël, c'était une véritable tragédie. Chacun a eu son propre parcours pour une bonne raison. Il y a eu des cinéastes qui sont venus il y a quelques années et qui nous ont interviewés. Donc moi, quand ils m'ont interviewé, j'ai dit si j'ai survécu, c'est grâce à ce que j'ai travaillé dans le tunnel. Elle me dit c'est curieux, en parlant de Roger Leroyer, elle dit je l'ai interviewé, lui m'a dit que s'il a survécu, c'est parce qu'il a travaillé à l'extérieur. Vous voyez les témoignages comme il peut varier. Et malheureusement, j'ai un camarade, c'était, je vous en ai peut-être parlé, c'était le neveu de Maître Spagnin, il s'appelait Lévy, mais il était sous le nom de sa mère, Claude Jussaume. Lui, il est mort en janvier 1945, je l'ai sur sa pelle, il travaillait à l'extérieur. On côtoie encore sa fille aujourd'hui, c'est-à-dire, c'était moi qui avais annoncé la triste nouvelle de sa disparition. Et puis, c'était un jeune polytechnicien. Pendant 50 ans, on n'a pas revu sa sœur. Et en 1995, il y avait une cérémonie à l'école polytechnique. Donc, sa sœur a repris contact avec nous. Elle est venue plusieurs fois sur le lieu de mémoire. Son frère a été incinéré au cimetière de Kinenbourg. Et elle ne comprenait pas. Souvent, elle nous disait « Pourquoi vous êtes revenu par mon frère ?» Là-dessus, il n'y a aucune explication à donner. Le sort a voulu que notre cœur tienne mieux que le sien. Autre chose aussi, donc comme vous a expliqué Enid, le fils d'Hélène, on travaillait, c'est-à-dire il y avait deux équipes, c'est-à-dire une semaine nous étions 2 jours, 12 heures par jour au tunnel, et la semaine d'après, c'était de nuit qu'on travaillait. Un jour, je travaillais de nuit, j'avais réussi à faire un échange avec quelqu'un pour des pommes de terre. J'avais une musette, j'étais heureux comme tout, j'ai planqué ma musette toute la nuit. Le lendemain matin, je vais chercher ma musette, plus de pommes de terre. Alors, comme on dit, j'en avais gros sur la patate jusqu'à ce que j'arrive au camp. Arrivé au camp, fou général. Tous ceux qui étaient prêts avec des pommes de terre, il a fallu qu'ils marchent en canard toute la journée dans la boue et tout. J'ai dit merci à celui qui m'a volé mes pommes de terre. Et le curé d'Albi, qui est devenu le curé d'Albi après la Libération, l'abbé Brun qui était du Puy, et un autre dont je ne me souviens pas du nom, qui a fini à la cathédrale de Chartres. Ses camarades, pour maintenir le moral de ceux qui croyaient en Dieu, prenaient contact avec eux pour les faire prier. Ceux qui ne croyaient pas, comme moi et d'autres, ils montaient sur l'échafaudage, ils priaient entre eux et nous on montait la garde pour qu'ils ne se fassent pas prendre, parce que s'ils s'étaient fait prendre, ça aurait été des sanctions terribles, ils se seraient fait tabasser et peut-être ça aurait été beaucoup plus loin. Mais la résistance à l'intérieur du tunnel a quand même existé, c'est-à-dire la plupart, on essayait de travailler le moins possible. Il y a eu des sabotages qui ont été faits de différentes façons, mais de toute façon, il n'était pas question qu'on fasse du rendement. Il y a qu'une nuit, on était tombé sur un vieil Allemand qui, quand il nous a vus, qui nous a dit de travailler, de nous reposer, que si quelqu'un arrivait, de faire semblant de travailler. Mais ça, c'est arrivé qu'une nuit. Mon anniversaire ici. Et oui. Ça nous a calmé, hein, elle rigole. Non, mais c'est un sourire nerveux que je comprends très bien.
Non, mais vous voyez, bon, c'est ça les circonstances de notre vie ici. Vous avez vu Adora avec Albert, vous voyez ici pour moi, et puis bon, c'était comme ça.